I'll be leaving soon. I'll be heading. Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à votre radio, la nouvelle génération. Merci d'être là pour suivre l'émission Club de la Presse sur votre radio, bien sûr. Nous sommes au lundi 23 juin 2024 et il sonne 11h, passé de quelques instants sur la nouvelle génération. Et merci alors de nous recevoir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitog et Tobega est à la mise en onde, Géraud Dakoutia assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpame, Ska FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Daban. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Béné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio. Nous sommes au lundi. Uriel Nyang est là. Uriel, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les Togolais de par le monde et bonne semaine à nous tous. Bien passé le week-end? Très bien passé avec quelques petits soucis à régler, mais ça fait partie de notre quotidien. Tout à fait. Et tant qu'on est en bonne santé, remercions Dieu. C'est ça. L'essentiel, c'est de remercier Dieu, l'Éternel des armées, pour la santé à nous accorder. Alors, Jacques Dakouti ne me dira pas le contraire. Jacques, bien bonjour. Sûr. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour parce que Tomega est revenu. À la fin de l'émission, nous allons nous voir. Sûrement qu'il est venu avec... il est revenu avec des enveloppes que nous allons partager. Surtout que c'est un Tomega. Hein. Justement, c'est pas donné à n'importe qui. C'est le fils de Tati. Pascal, je voulais saluer ceux qui sont malades actuellement, qui sont dans ces hôpitaux, dans les cliniques qui nous suivent actuellement. Nous leur souhaitons une prompte guérison et saluer également nos enfants, féliciter nos enfants qui ont réussi au bac 1. Dans l'espérance que ceux qui ont passé le bac 2, bientôt les résultats, et également saluer ceux du BPC et ceux également du CPD, et la plupart de ceux qui ont passé également les compositions de passage dans les classes. Félicitations surtout aux parents et aux enseignants. Je voudrais ce matin donner une mention spéciale à tous ces enseignants de presque... toutes les séries confondues, et au ministère également de l'enseignement primaire et secondaire, et au ministre Kokoroko, ils ont fait un travail vraiment louable. Et merci une fois encore aux enseignants, merci également aux parents d'élèves, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas facile, Pascal, aux parents d'élèves de se réveiller tout le temps. Mais mon inquiétude ce matin, Pascal, je crois qu'avec Uriel, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le fait qu'actuellement, vous voyez... ces bandits dont nous appelons souvent, qui sont en train de nous créer des problèmes au nord du pays, sont en train actuellement d'avancer. Parce qu'ils étaient cantonnés vers, entre-temps, la région des Savanes, mais surtout au niveau d'Apaon. Mais nous sommes en train de constater qu'ils sont en train d'avancer vers l'outil, c'est-à-dire vers Mango. Mango, voilà. Et ça fait vraiment... Nous demandons à nos autorités et à l'ensemble des Togolais de vraiment prier pour que ces bandits-là s'arrêtent à ce niveau, parce que s'ils sautent le verrou de Mango, c'est pour vous dire qu'ils avancent. Donc, ça veut dire que Sokodé ne sera pas épargné, alors Atakpame non plus jusqu'à Lomé. Beaucoup de courage au gouvernement et également aux forces de sécurité et de défense, et qui se battent jour et nuit pour nous préserver de ces bandits. Plaise à Dieu de les assister
de les soutenir vraiment dans ce combat. C'est très important, Jacques. Merci alors pour cette information. Le fils de Couvé aussi est là. Bonjour Didier. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio. Bien passé le week-end? Ça va par la grâce et surtout togolaisement. Voilà, togolaisement, ça se comprend. Alors, Irel, nous allons commencer cette émission avec ce sujet qui est une mauvaise nouvelle, hein, une mauvaise nouvelle par rapport surtout à ceux qui sont partis au Hajj cette année à la Mecque, bien sûr. Cette année 2024, bien sûr, nous apprenons qu'il y a plus de 1300 qui sont décédés à cette rencontre, à ce pèlerinage des musulmans. Alors cette année, vous titrez sur le sujet aussi ce matin, Méga Info bien sûr, vous écrivez Hajj 2024 plus malheureux que jamais. 1300 morts pour le Hajj. Et cette année, c'est vrai, on a toujours appris qu'il y a eu des décès lors de ce pèlerinage, mais cette année, c'en est alors de trop, ou bien? Pascal, malheureusement, nous n'avons pas un confrère musulman bien étayé, bien outillé en matière de religion islamique pour qu'on puisse échanger clairement avec lui. Mais au regard des informations que nous avons obtenues de part et d'autre, je pense qu'on peut s'exprimer. Déjà, le chiffre plus de 1300 morts, on n'a pas besoin d'aller chercher les origines de ces décès. La mort, c'est la mort. Ils sont morts, ils ne vont pas revenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les dispositions qui n'ont pas été prises? On nous parle de plus de 54 degrés Celsius. C'est-à-dire une température... Une température pas possible. Je ne sais pas si cette température atterrit au Togo, combien de personnes pourront supporter. Des fois, quand nous allons à 34, 35, 36 degrés, mais on ne supporte pas. On ne supporte pas du tout. Mais parler de 54 degrés... Je ne sais pas si c'était prévisible en Arabie Saoudite ou pas. Cette température, est-ce qu'on ne pouvait pas la prévoir? Est-ce que les autorités n'ont pas les moyens technologiques capables, comment l'appelle-t-on, capables de prévenir cette température qui devrait menacer en temps de pèlerinage? Moi, je pense quand même que c'est un pays hautement technologique qui pouvait présager ce genre de choses. Mais aujourd'hui, l'origine comme chaleur qu'on nous présente, nous sommes obligés de consommer. Mais quoi qu'on dise, et personnellement, à mon avis, ce n'est pas une bonne image pour cette édition 2024 et qui ne fait que sortir des cadavres chaque jour. Et je ne pense pas quand même que cela soit une bonne image pour le pays organisateur. C'est une tradition, c'est un rite dans leur religion. Mais quoi qu'on dise, il faut nécessairement prendre les dispositions pour éviter les décès. Certains dans leur comédie disent que non, que quand tu vas là-bas et tu meurs, c'est une bénédiction. Mais donc on dit d'ailleurs que Allah va te recevoir dans son sein. C'est ce que les gens disent. Hein. Mais excusez-moi, moi j'appelle ça des conneries. Ce sont des conneries. Si tant est qu'on peut mourir n'importe où et aller au paradis, en quittant sa famille pour aller au pèlerinage, on n'a pas dit à sa famille qu'on ira mourir. Donc ce n'est pas un argument pour dire que... Non, attends, quelqu'un qui quitte son pays, quelqu'un qui quitte sa famille avec 1000 péchés, pour aller se faire sanctifier, et il va mourir là-bas et on va me dire que c'est une bénédiction pour lui. Non, pour moi, je ne trouve pas que c'est une raison. L'année passée, rappelez-vous, le Togo avait enregistré un décès et heureusement aussi, une femme aussi avait accouché là-bas. Donc, c'était quand même atteignable. Mais dire que les gens sont allés au pèlerinage à la Mecque et on enregistre plus de 1300 morts et surtout, ce sont les Africains, égyptiens, voilà. Égyptiens. Donc, qu'est-ce qui n'a pas vraiment fonctionné? Je pense que nous avons raison de dire que c'est un plus malheureux que jamais parce que depuis que ce pèlerinage existe, on ne nous a jamais parlé d'une catastrophe du genre. Mais aujourd'hui, il faut que l'Arabie Saoudite prenne des dispositions, à mon avis, avant que les fidèles musulmans n'acceptent d'aller. Une chose est d'aller prendre la bénédiction, une autre c'est de revenir vivant. Même quand on dit qu'on va pour recevoir la bénédiction, les gens vont là-bas, ils reviennent plus malheureux. Je connais des gens qui sont allés à la Mecque depuis que nous étions au collège.
Je connais des gens qui sont allés à la Mecque, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont rien devenus. D'accord, merci beaucoup Uriel. Et Jacques, c'est vrai que l'idée c'est d'aller rencontrer son Dieu, recevoir la bénédiction de Dieu, et mais on revient et c'est déjà avec la mort. Ça ne doit pas être une bénédiction quand même. Non, vous savez, chacun avec sa croyance. Et vous savez, il y a des chrétiens également qui vont en Israël, donc qui vont faire leur pèlerinage et qui reviennent. Mais ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut également retenir, vous savez, la foi, ce n'est pas une marchandise à vendre. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas les cacahuètes, où tu peux trouver ça partout sur le marché. Mais la foi, c'est une relation intime entre l'homme et Dieu. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut aller en Israël et être sauvé. Quelqu'un peut ne pas aller en Israël et être sauvé. Quelqu'un peut aller en Arabie Saoudite et être sauvé. Quelqu'un peut aller ne pas aller en Arabie Saoudite et être sauvé. Donc, elle dit que c'est des rites. Quand vous allez, par exemple, en Israël, elle dit que vous essayez de voir un peu le parcours de Jésus sur la terre. Partout il a passé, il a opéré des miracles et tout, dont la Bible a relaté. C'est-à-dire quand vous allez en Israël, vous vivez, c'est-à-dire la Bible. C'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit, vous voyez la réalité. Mais ce n'est pas ça qui sauve, pas du tout, que les gens se trompent. On a vu les gens aller en Israël, ils ont pris de l'eau au niveau de la mer morte, ils sont revenus vendre aux gens. Les gens ont ramassé le sable d'Israël et veulent revenir vendre dans les églises. Et les gens ont pris l'huile là-bas pour revenir vendre ici. Écoutez, ça ne rime à rien. Vous voyez, ça ne rime à rien. Mais, vous savez, il faut quand même, si vous avez les moyens d'aller visiter, vous allez. Mais il ne faut pas toujours avoir en tête quand vous allez là-bas ce que vous allez directement au paradis. C'est faux. Comme je l'ai dit, la foi est une foi personnelle entre l'homme et Dieu. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du message véhiculé? Non, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est le tourisme au fait. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple dans ces lieux-là, vous allez dépenser. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu une publication, la pierre qu'on prend pour lancer le diable en Arabie Saoudite coûte, je crois, 4000 et quelques. Tout à fait. Quand on convertit en CFA, et vous allez utiliser cette pierre-là au moins 7 fois. Faites 4000 fois 7, ça fait combien? Et le billet d'avion que vous achetez pour aller là-bas. Et tout ça là, mais c'est de l'argent. Vous voyez, je sais que le Togo a envoyé également 2400 pèlerins. Pour le moment, le Togo n'a pas communiqué. Est-ce qu'il y a eu des décès au niveau, effectivement, de ceux qui sont allés ou pas? On ne sait pas. Mais ce que l'Arabie Saoudite avance, c'est qu'il y a des compagnies qui n'ont pas eu les autorisations. Tout à fait. Avant de faire voyager les gens. Et pourquoi en Égypte, il y a certaines compagnies même qui ont reçu alors des sanctions? Justement. Mais ça, l'Arabie Saoudite, c'est trop facile de dire ça. C'est-à-dire que si on dit que les gens n'ont pas reçu les autorisations avant de pouvoir voyager, ce n'est pas ce qui peut expliquer qu'on peut laisser les gens mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas, ça c'est trop simple pour se dédouaner pour dire que c'est parce que les gens n'ont pas eu l'autorisation. Mais certains ont eu l'autorisation, mais ils sont également, sûrement que certains ont eu l'autorisation, mais ils sont morts. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui repenser effectivement ce pèlerinage-là, surtout les personnes âgées. Ce n'est pas du tout facile de faire effectivement le tour. Pour ceux qui connaissent un peu, tourner, lapider le diable, c'est pas facile à certains âges. Et puis vous voyez comment il y a tellement assez de nombre qui se déplacent et pour faire effectivement le tour là au niveau effectivement de la Kaaba, c'est pas facile. Donc je crois que c'est à nos responsables, c'est-à-dire les autorités et par exemple au Togo l'Union musulmane, d'essayer de voir à un certain âge, est-ce qu'il faut vraiment permettre à certains d'aller. Lorsque vous n'avez pas la force de pouvoir aller tourner autour de la Kaaba, ce n'est pas mieux de rester chez soi. Et puis vous savez, parce que les gens cotisent des années. Moi, je connais un monsieur, il a pris au moins 5 ans pour faire l'économie avant d'acheter son billet d'avion, avant de partir. C'est-à-dire que des choses comme ça, c'est une fierté pour les gens. Et comme les uns les autres l'ont dit, quand les gens vont là-bas, ils meurent, ils se disent non, mais qu'ils sont déjà au ciel. Vous comprenez? Oui, parce qu'aller mourir là-bas, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est ce qui se dit souvent, que ce n'est pas n'importe qui meurt en Arabie Saoudite. Et vous voyez, quand c'est comme ça, vous voyez que les gens, malgré le taux élevé de morts comme ça, mais les gens sont fiers, se disent non, que c'est leur foi. Vous comprenez? Ils ont cette foi en Dieu,
qu'en mourant là-bas, ils vont directement au ciel. D'accord. Disais, c'est vrai, quand on voit la situation, plus de 1300 morts en Arabie Saoudite, c'est vrai, je le disais tout de suite, que de par le passé, on a toujours compté des morts, mais cette fois-ci, c'en est de trop. Oui, naturellement, ça en est de trop. Nous avons titré il y a quelques jours un pèlerinage meurtrier. À l'époque, on parlait encore de près de 1000 morts. Donc là, aujourd'hui, les chiffres ont véritablement évolué. Et on se demandait, est-ce que ça vaut la peine de continuer à mourir pour un rite qui n'est pas si obligatoire que ça, même si des gens parlent de piliers. Il y a des gens, des musulmans que je connais, qui ne sont jamais allés à la Mecque, mais qui ont mené une vie plus correcte que des gens qui sont allés à la Mecque et qui sont... je ne suis pas Dieu, je ne peux pas décider de qui va chez Allah ou pas, mais qui, bon, visiblement ont mené de bonnes vies par rapport à des gens qui sont allés à la Mecque, qui sont revenus, on va dire, plus carabinés qu'ils n'étaient avant de partir. Donc, je pense fondamentalement que, vous savez, le problème, c'est la société humaine. Et toute société humaine est appelée à évoluer, à être réformatrice. Que dans la société, il y ait des religions, ça c'est un fait et c'est admissible. Mais il faut qu'à un moment donné, il puisse y avoir des logiques réformatrices dans chaque entité religieuse et qu'on puisse réfléchir à comment faire évoluer une religion, des piliers que quelqu'un aurait mis en 1000, voilà, 600. 1000, voilà, quelque chose, années là, l'an 600. L'an 600, juste. Tout ça. Et aujourd'hui, on est quand même en 2024. Et les réalités de 2024 ne sont pas les réalités de l'an 600. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même faire évoluer, les logiques. Quand on mettait les piliers en l'an 600, le monsieur qui mettait les piliers n'avait pas prévu qu'il y aurait des Togolais qui viendraient là-bas. Enfin, je suppose qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait des Togolais qui viendraient là-bas. Et il n'avait pas prévu non plus qu'il y aurait même une température. Qui aurait une température de 54 degrés Celsius. Tout à fait. Donc, les gens devraient prendre des billets d'avion, aller payer les hôtels, aller et tout ça à son époque, imaginez. Et donc, je pense quand même que, malheureusement, que la religion musulmane n'est pas un peu comme la religion chrétienne ou d'autres, où des gens peuvent faire évoluer un certain nombre de pratiques et tout ça. C'est juste ce qui est dommage, à des pèlerinages comme ça, le nombre déjà de personnes fait que la chaleur tue déjà depuis quelques années, mais cette année, c'est encore plus catastrophique avec la température même. N'oubliez pas que l'Arabie Saoudite, peut-être pour la gouverne de la plupart de nos auditeurs, c'est sur le désert. Donc, qui dit le désert dit une température assez élevée. Donc une température assez élevée, plus la chaleur de ce grand nombre de personnes qui s'assemblent là-bas, vous imaginez le dégât est vite arrivé. Et donc il faut que les gens commencent par réfléchir à ça. Et moi ce que je vais dire, c'est peut-être interpeller les autorités togolaises. Il y a la commission du Hadj qui gère cette affaire chaque année. Et il faut que tout le monde en parle, tous les pays en parlent. L'Arabie Saoudite dresse le bilan. On sait que c'est catastrophique pour notre continent africain. Mais qu'en est-il pour nos compatriotes togolais qui sont allés là-bas? Justement, la question que dit la commission Hadj? Combien de Togolais sont déjà revenus ou vont revenir? Combien ne pourront jamais revenir? Il faut quand même qu'on fasse le point et qu'on situe l'opinion. À leur retour. C'est très important. Elie Goka, bonjour. Bonjour Pascal. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler alors de ce malheur qui est advenu alors au cours du Hadj de cette année 2024. Plus de 1300 morts, c'est ce qu'on nous annonce, bien sûr. Alors, quand on voit la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, alors on pourra dire quand même que c'est un grand malheur quand même qui frappe le Hadj dans le monde entier. C'est un véritable drame, Pascal, parce que les chiffres avancés aujourd'hui même sont un peu critiqués par certaines diplomaties, certains États. Parce que déjà en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 24 septembre 2015, le Hadj a été le théâtre d'un véritable drame qui a fait 717 morts en 2015. Et ce chiffre a été avancé par les autorités saoudiennes, mais après,
D'autres pays qui ont eu leurs pèlerins sur les lieux ont parlé de 2300 morts, selon les décomptes de gouvernements étrangers. Et Jeune Afrique en a parlé abondamment à l'époque. Et aujourd'hui, la question se pose sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que la religion musulmane est une religion qui n'est pas favorable à des réformes. C'est des conservateurs fins. Didier en parlait tout à l'heure. On aurait pu aimer avoir, comme chez certains chrétiens catholiques, ou certains chrétiens de manière générale, des sites de pèlerinage en dehors de l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas faisable au regard de la nature conservatrice de cette religion. Ce n'est pas possible. Alors il faut que des dispositions soient prises de manière réglementaire et bien ciblée pour protéger les pèlerins. Parce qu'on ne peut pas, à chaque Hajj, compter des morts à des centaines, à des milliers. C'est inadmissible. Et les pays dont des participants y viennent doivent également prendre des mesures pour que ce drame ne touche pas leurs compatriotes. Mais comment prendre ces mesures quand il s'agit d'une question de foi, une question d'ordre religieux, où chacun, même en regardant le danger, se dit c'est ma foi qui m'y conduit. C'est un peu complexe. C'est ce que le doyen Jacques aussi avançait tout à l'heure. C'est difficile de cerner quand il s'agit de la foi. Et tout ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est qu'il y ait un renforcement de mesures de sécurité. Chaque année, le nombre des participants, des pèlerins augmente. Ça augmente. Ça augmente de manière vertigineuse. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, on puisse demander à l'État saoudien de prendre les dispositions nécessaires, réglementaires, sécuritaires. A dit, en 2016, par exemple, quand il y a eu ce drame en 2015, on parlait de plus de 700 morts. En 2016, ils ont fait des bracelets électroniques, ils ont pris un certain nombre de dispositions. Je ne sais pas si ces dispositions ont été renforcées dans les années qui sont venues après. Et tout ça là constitue un drame psychologique pour les familles qui ont perdu encore des personnes qui sont allées prier et revenir sains et saufs. Donc, Dieu donne la vie, Dieu ne donne pas la mort. Parlons de la situation même d'ailleurs de chaleur. Est-ce qu'on ne peut pas aussi arriver, tel que Uriel le disait, on ne peut pas prévenir alors même cela par rapport, puisque ça a été annoncé qu'il y aura même une chaleur suffocante lors du pèlerinage. Par les technologies aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, on pourrait anticiper. Bien sûr, on pourra facilement anticiper, non? Oui, c'est vrai, la technologie a évolué et surtout déjà qu'ils ont été prévenus par la météo qu'il y aura une chaleur presque canicule, ça. Ouais. Alors, si c'est ça, normalement, on ne pouvait plus parler de mort à tel degré. Parce que les dispositions devaient en être conformes. Parce que vous êtes déjà averti de la situation. Ça semble donner l'impression que chaque année, on veut compter les morts. Parce que chaque année, il y a des dispositions, il y a des prévisions. Il y a des prévisions par rapport à la chaleur, par rapport au nombre qui seront là, tout ça là. Ils connaissent très bien tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une défaillance dans la mise en application des dispositions sécuritaires. D'accord, Uriel, nous allons quitter le sujet, mais nous allons rester en Arabie Saoudite parce que nous avons appris déjà le vendredi dernier que Paulo Duarte, le sélectionneur togolais, bien sûr, a démissionné. Et quand il a démissionné, nous l'avons écouté en Arabie Saoudite, puisqu'il y a une autre équipe alors de l'Arabie Saoudite qui l'a prise de l'autre côté. Alors, finalement, démission au Togo, rapidement, on écoute parler, ou du moins s'il est de l'autre côté, en Arabie Saoudite, finalement, il a trouvé mieux ailleurs, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Lui, il supporte la chaleur, donc il a quitté le Togo, il fait un peu frais. Mais justement, au-delà de la chaleur, il y a autre chose, bien sûr, quand même, qui pourra le motiver. Oui. Bon, juste pour faire amuser la galerie. Sinon, je pense quand même que tel que nous l'avons titré, leçon servie, c'est plein de sens. Le monsieur, à mon avis, ne nous a pas fourni les résultats escomptés.
depuis qu'il est arrivé, à moins que quelqu'un ici me prouve le contraire. On faisait de notre mieux pour qu'il puisse quand même obtenir quelques points, peut-être avant de s'en aller un jour. J'ai vu quand même les autorités très motivées, très engagées à mettre les moyens à sa disposition pour travailler, sans savoir que le monsieur avait déjà choisi sa tangente, qu'il va nous abandonner, partir comme ça, puisque tout récemment, on lui avait renouvelé son contrat. Alors, je me dis, si l'autorité sportive savait qu'il va partir, est-ce que c'était la peine de renouveler son contrat? Je ne suis pas sûr. Je suis certain que l'autorité était inconsciente des actions de Paulo Duarte. Aujourd'hui, il a trouvé mieux, puisque si ce n'était pas mieux, il n'allait pas partir. Ou soit il se trouve confronté à des difficultés. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on se mettra à lister les échecs sans fin. On prendra toute l'heure de l'émission à lister les échecs, et lui et toute l'équipe de la Fédération nationale de football et tout ce qui se trame là-bas, on se mettrait à révéler les problèmes ici sans fin. Donc, disons tout simplement que le monsieur a su sortir du Togo sans difficulté. Il a analysé. Il sait que même jusqu'à la fin de la phase des éliminatoires, le Togo ne pourra rien avoir. Il le sait. Il fera tout parce que si vous rentrez dans les informations, on vous dit comment le choix des joueurs se fait, mais ce n'est pas possible. Il est là, il a un adjoint, il a toute l'équipe technique, mais ça ne marche pas. L'essentiel n'est pas de revenir nous dire que le Togo a très bien joué, mais on n'a pas besoin de la qualité du jeu sans but. On a besoin de buts marqués pour que le Togo engrange les points et être qualifié et pour la CAN et pour le mondial. Aujourd'hui, nous n'avons aucun espoir sur tout ça. Le monsieur ne voudrait pas qu'à la fin, qu'on fasse le bilan pour dire que voilà, Paulo n'a pas pu nous amener, et n'a pu nous amener ni à la CAN ni pour le mondial. Il a su tirer son épingle du jeu. Il est sorti tranquillement, il a démissionné et il est parti de l'autre côté. Peu importe les résultats qu'il va fournir en Arabie Saoudite, l'essentiel, c'est qu'il est sorti du Togo. Moi, je dis, la Fédération togolaise de football, peut-être qu'ils en savent, hein, parce que Paulo doit avoir des confidents. Peut-être il y en a qui savent, mais ils n'ont pas voulu révéler. Mais s'ils l'ont su et ils l'ont laissé, ils ont renouvelé son contrat. Pour qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Maintenant, il faut prendre un nouveau qui va entamer avec les éperviers. À l'heure où nous sommes, à l'allure où vont les choses et à l'étape des échecs, il faut prendre un nouveau pour continuer le travail. Didier est très bien placé, il maîtrise très bien les difficultés de la FTF. Peut-être il nous en dira plus. Oui, Jacques, c'est vrai, quand on voit Paulo Duarte, qui a remplacé même d'ailleurs Claude Leroy, par après, bien sûr, finalement, est-ce que, en parlant lors du bilan aujourd'hui, on dira que Paulo Duarte n'a rien fourni? Non, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fourni. Au moins, il a assisté quand même les éperviers à des matchs. Mais vous savez, dans la vie, quand ça ne va pas à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc c'est ce que le monsieur a fait. Il a compris que devant ne serait pas bon, il s'est arrêté. Moi, je le félicite le fait qu'il s'est arrêté. Il pouvait s'entêter, rester, prendre ses millions, et tout en sachant que ça ne va rien donner. Mais vraiment, il a été sage de prendre la décision de pouvoir s'arrêter. Moi, je le félicite. Ça maintenant à nous les Togolais. Commençons d'abord par le président de la République, le ministre des Sports, le président de la Fédération togolaise de football. Il faut remettre tout à plat maintenant, le football togolais. Allons aux états généraux du football togolais. Posons effectivement ce problème, le diagnostic, parce qu'on sait. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve, on sait les mots qui minent aujourd'hui le football togolais. Allons à ces états généraux, posons le problème, essayons de repartir. Parce que vous savez, Pascal, on peut prendre un autre entraîneur dans ce pays avec les mêmes joueurs, le même staff que nous avons, le même problème va demeurer. Parce que vous ne pouvez pas comprendre quand l'équipe, les éperviers sont en train de jouer, que certains soient quelque part en train de prier pour que l'équipe perde. Vous comprenez? Oui, il y en a qui sont là. Oh non, quand les éperviers jouent, les gens sont contents lorsque on nous gagne. Mais quand vous êtes dans un pays comme ça, et vous n'avez pas l'unicité de voix sur effectivement une équipe, mais ça ne peut pas marcher.
Pascal, vous savez la joie que le football donne à ce pays. Moi, je voudrais inviter donner encore. Moi, je voulais inviter les responsables du pays à redonner encore cette joie-là aux populations que nous sommes. Ça peut se faire. Ça peut. Parce que vous savez, c'est des problèmes qui minaient ce football-là depuis. Ça a commencé d'abord avec Roch, après c'est revenu avec Amei, après Tata Avlessi, et tout ça là, et c'est des rancœurs. Les gens sont là, ils ont des choses contre les autres. Les joueurs autres, n'en parlons pas. Il y a un autre monsieur Baudet qui est venu, qui réclame 25 millions. Tout à fait. Et tout ça là, on ne comprend rien. Donc je crois, à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est comme un foyer, Pascal. À un moment donné, quand ça ne va pas avec madame, on s'assoit. Des fois, qu'est-ce que les gens font? Ils vont vers les parents de la fille pour essayer d'échanger avec les parents pour dire, écoutez, la fille que j'ai avec moi à la maison, il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? Les parents appellent la fille et souvent d'autres vont chez les pasteurs ou les prêtres pour régler le problème. Donc notre football a un problème. Doit être parti. Prenons le temps, organisons-nous, cherchons les vraies solutions qui minent effectivement ce football et on va avancer. Mais si on fait comme si rien n'était, elle dit qu'on est là, je t'aime moi non plus, mais ça ne pourra pas marcher. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. On a vu les sorties sur les réseaux sociaux du capitaine Adebayor. Vous voyez, c'est des choses quand même qui, quand vous écoutez, vous lisez tout ça là, vous sentez vraiment qu'il y a un problème. Donc, asseyons-nous, mettons tout à plat, allons aux états généraux du football togolais, essayons de trouver les vrais problèmes qui minent. Parce qu'il y a des gens dans ce pays, lorsqu'ils se retrouvent, lorsqu'ils s'asseyent, je vous dis qu'on va trouver des solutions. Et il faudrait effectivement qu'un pardon réel, une réconciliation sincère. Vous comprenez? Si on ne passe pas par là, je vous dis, ça ne passera pas. Entre-temps, j'avais cru qu'avec la ministre du sport qu'on a actuellement, comme c'est une dame, pour moi, elle pouvait tout faire pour faire asseoir quelqu'un comme Tata Avlessi, quelqu'un comme Amei, quelqu'un comme Roch, sur une table et essayer de parler et trouver vraiment que d'abord ces personnes-là, d'abord, je ne dis pas qu'ils mettent leur bouche dans les affaires du football, mais d'abord qu'ils se réconcilient. Parce que s'ils se réconcilient, je dis que le déclic va venir. Pascal, c'est comme un chrétien. Tu ne peux pas tu ne peux pas t'agenouiller, dire Seigneur, accorde-moi la grâce quand tu as quelque chose contre quelqu'un. Ça ne marchera pas. C'est comme ça. Donc il faudrait que, si nous voulons que ça marche, pardonnons-nous, réconcilions-nous, mettons tout à plat, repartons à zéro. Même s'il faut casser même les éperviers, le staff que nous avons actuellement, on peut casser ça et après on reconstruit. D'accord. Alors Didier, comment on peut expliquer cette démission alors de Paulo Duarte? Est-ce que ça veut dire que nos problèmes le surpassent? Et vous savez, Paulo Duarte, il a fait quelques années quand même au Togo, quelques années près du Togo, puis quelques années au Togo quand même. Et vous savez, les sélectionneurs, quand ils sont à un poste quelque part, ils essayent de voir de l'autre côté s'ils peuvent avoir des chances de mieux réussir. Donc il aime certainement l'Afrique, il a certainement aimé l'Afrique de l'Ouest et il a voulu, après le Burkina, revenir au Togo. Mais vous savez, le problème du football togolais, c'est pas un problème que Paulo Duarte peut résoudre, quelle que soit sa technicité, sa façon de travailler. Vous avez vu, il a eu un impact sur l'équipe depuis qu'il est venu. Il a eu quand même un impact sur l'équipe en termes de contenu de jeu, en termes de la qualité de jeu. C'est pas ce qui manque en fait à la sélection togolaise. Mais vous savez, le problème du football togolais, c'est pas sur le terrain, c'est en dehors du terrain. Je crois que les 2 derniers matchs que les éperviers ont eu à discuter ont dû convaincre M. Duarte de ce que le problème du football togolais, ce n'est pas un problème de jeu, ce n'est pas un problème sur le terrain, c'est un problème qui se passe d'abord en dehors du terrain et qui agit sur le terrain. Et il a compris. Vous savez, le match qu'on a joué contre le Soudan du Sud à Lomé ici, mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Si on pourrait seulement compter sur la domination du match, les Opéraviers auraient pu gagner 5-0 et tout ça. Mais par un extraordinaire, vous marquez et vous marquez contre vous. Contre vous. Vous arrivez en RDC, bien demi-finaliste de la dernière CAN quand même,
mais vous leur tenez quand même le col, vous leur tenez quand même la tête, vous les dominez dans tous les compartiments de jeu. Et le but qui vous fait perdre le match, c'est un but que vous avez pris à la 6e minute de jeu, dans un moment d'intentation. Et vous voyez que vous travaillez, mais les résultats ne suivent pas. Monsieur Duarte a compris que le problème du football togolais, c'est pas une histoire d'aller jouer qui fait passe à qui et qui marque dans quel goal. Donc maintenant, à partir de ce moment, il a compris et il va continuer à être là. Il sera comptable. On est déjà éliminé pour le mondial. Ne nous voilons pas la face, on est déjà éliminé. Et puis on va commencer, il y aura les tirages de la CAN, des éliminatoires de la CAN, on va commencer et on va avoir les mêmes résultats. On va lui dire non, à la fin, tu as échoué. Des gens vont vouloir le prolonger, d'autres vont dire il a échoué, il faut le chasser. Et il ne va pas aimer vivre le sort qu'a vécu un certain Claude Leroy ici, où toute une nation disait qu'il n'a qu'à partir. Donc, ayant vu les conséquences et ce que ça peut donner de loin, il a décidé carrément de partir, de démissionner élégamment et d'aller chercher mieux ailleurs. Et je pense que c'est ce qui se passe. Donc le problème du football togolais, donc allons maintenant en dehors du terrain et cherchons quel est le problème et qu'on puisse le résoudre. Et Jacques disait tantôt, est-ce que les histoires entre les anciens présidents, Ameyi et Tata Blessi continuent toujours? Bien qu'on ait décidé de militariser la FTF avec un colonel qui s'est entouré de quelques capitaines qui mettent quelques interdits, même si on n'a pas de résultat, c'est quand même militarisé. Même militarisé, la FTF n'a toujours pas de résultat. On va me dire que le championnat est régulier, mais le championnat est régulier, on joue le championnat sur quel terrain? Et ça a déjà produit quel joueur d'envergure et de classe internationale et qui joue où? Donc vous voyez des questions comme ça. En dehors des problèmes de personnes, qu'est-ce que nous faisons pour que dans 5 ans, dans 10 ans, le football togolais puisse redevenir un football avec assez de viviers où on a des U17, des U20, des U23 et qui alimentent régulièrement la sélection senior et qui participent régulièrement à des compétitions sur le continent africain. Donc vous savez, le problème, on a pris assez de retard d'abord même dans le développement de notre football. Donc quelque temps, il y a eu quelques magies, quelques tricheries qui nous ont permis d'avoir quelques résultats, mais après tout le monde travaille maintenant et la tricherie ne va plus passer. Donc posons les bases et essayons également d'aller résoudre les questions métaphysiques avec M. Baudet qui dit qu'il verse de l'eau et on n'aura pas de résultat. Uriel, rapidement. Oui, vous savez, Didier, il faut aller au fond. Tu dis le football a été complètement militarisé. Tout le monde le sait. Il n'y a pas que le président de la FTF et tout ce qui l'entoure, même les ministères, coiffés par un militaire. Tout récemment, nous rappelons les conflits entre le président de la FTF et la ministre elle-même. Tout ça, est-ce que ce sont des conditions favorables au développement du football togolais? Donc, moi, je me dis, tel que Jacques le soulignait, il y a des choses qui sont impossibles. La ministre, elle peut avoir des initiatives, mais si elle n'a pas les OK, elle ne peut pas faire. Le président de la FTF, il peut avoir des initiatives. S'il n'a pas les OK, il ne peut pas faire. Parlant même de la réunification des anciens présidents de la FTF, moi, c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui pratiquement impossible. Les gens diront même qu'on s'en fout. On s'en fout d'eux. Ils ont fait leur temps, ils n'ont pas fourni ce qu'on voulait. On s'en fout parce que là, c'est plutôt politisé quelque part. Puis quand on voit un candidat à la présidence de la FTF qui démissionne, il dit non, il ne sera pas candidat. Complètement, tout le monde a classé. Mais à la dernière minute, vous voyez, c'est lui qui est candidat. Il refait surface. Et c'est lui seul. Non, il est le seul candidat. Le seul candidat. Et on a dit non, qu'entre-temps, qu'on aurait trompé. Est-ce que vous êtes sûr que sur ce plateau, est-ce que sur ce plateau, vous êtes sûr qu'on peut comprendre quelque chose? Alors, Elie, oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que notre problème est profond en matière de football, hein? Notre problème est profond de telle enseigne que même d'ailleurs, ça ne s'explique pas. Et d'aucuns disent même d'ailleurs que c'est un problème spirituel. C'est un serpent de mer. Vous essayez de l'attraper par ici, il sort de l'autre côté. Et ça fait des années qu'on n'arrive pas à trouver une solution définitive donc à ce problème. Vous savez, les gens, les confrères ont insisté sur le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est la nature sociale de notre football, la cohésion sociale. Est-ce que notre football a des acteurs
qui, empreints de patriotisme, voudraient se mettre ensemble pour pouvoir le développer, où chacun tire le drap de son côté par rapport à ses intérêts et par rapport à ses partenaires tapis dans l'ombre. J'ai aussi pensé que Madame la ministre des Sports, Dr Lydie Bessi-Kama, pourrait apporter un certain nombre de réformes, puisque en mars 2023, elle avait présenté une communication au Conseil des ministres qui a parlé de la professionnalisation du football. Tout à fait. Et elle a insisté sur des éléments qui m'ont vraiment intéressé, en parlant par exemple des équipements, des infrastructures sportives, de nouvelles normes de gestion économique même de notre football. Et tout le monde disait, ah voilà, moi particulièrement, je disais, voilà, elle sort quelque chose de bon. Ben, c'était juste une communication. C'était juste une communication. Et sur cette communication, on pourrait penser qu'il y aurait un projet fort derrière, mais on n'a jamais vu ça. Et aujourd'hui, Adebayo Sheyi, en l'écoutant sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ne veut pas dire exactement ce qu'il y a, mais à l'analyse, on comprend que le problème n'est pas lié aux joueurs. Le problème est beaucoup plus d'ordre structurel et de leadership. Parce que chacun veut mettre ses pions, chacun veut tirer le drap de son côté, et on n'arrive pas à se mettre ensemble. Et il faut dire la vérité, il y a des gens à la FTF qui travaillent à ce que les anciens joueurs ne s'unissent jamais autour de l'équipe nationale. Comment ça? À partir de ce moment, oui, mais quand vous opposez des gens, quand vous opposez Adebayo et Serge Akako, quand vous prenez Kader Koukbadia pour l'opposer à Meou, à Adebayo ou à d'autres personnes, où vous écartez un certain Ibombe Daré et tout ça, vous prenez des gens, vous aimez certains, vous oubliez les autres, ou à la limite vous les narguez. Vous pensez qu'on peut avoir une cohésion comme ça? Il y a pas de climat. Il y a des jeunes qui sont dans la sélection aujourd'hui, qui s'inspirent des anciens ou qui veulent devenir comme ce que les anciens ont fait. Donc, après, vous les opposez, ben, ça ne peut plus rien donner. La division continue jusqu'à c'est la division totale. Et il faudrait donc aller aux états généraux des sports ou du football togolais pour pouvoir mieux diagnostiquer les mots et surtout finalement, c'est un sujet les réconcilier. Je veux bien parler alors de cette question alors d'états généraux. Les états généraux, alors pratiquement c'est chaque secteur même d'ailleurs de notre vie qui en a besoin, c'est ça? Oui, la presse en a fait en 2014, ce que ça a donné. Ça continue, les résultats ou les solutions proposées continuent d'être mises en œuvre. Mais ici spécialement, dans le secteur du football, il faut que ça cesse. La seule chose qui a pu unir les Togolais de manière patriotique et en dehors de l'euphorie des indépendances des années 60, c'est le football. On se rappelle très bien de 2006, quand le Togo participait à la Coupe du Monde. Tous les Togolais, sans distinction d'ethnie, ni de rang social, se sont mis ensemble pour dire « Allez les éperviers, allez-y ». Aujourd'hui, on n'a plus cet engouement. La dernière fois, entre les éperviers et le Soudan du Sud, on a vu encore un certain regain des Togolais. Un certain regain des Togolais pour ce football, mais malheureusement, on est déçus. Et moi, la question que je me pose essentiellement par rapport à la démission de l'entraîneur, du sélectionneur, c'est par rapport au contrat. Est-ce que le contrat stipule qu'il peut démissionner à tout moment? Que dit le contrat? Parce que du jour au lendemain, la personne démissionne, trouve un autre club. Ça se comprend pas. D'accord. Un contrat ne peut empêcher un entraîneur. Justement. Ça, c'est clair. Même une heure après. Voilà. Alors, Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne voit pas ce qui se passe dans le football et qu'on a besoin, et lui surtout, il a besoin alors de taper du poing sur la table pour dire, mais il faudrait quand même qu'on apporte alors de l'ordre ici? Vous avez posé une très belle question. Très belle question que vous venez de poser. On l'a dit tout à l'heure. Vous savez, le seul espoir, la seule chose aujourd'hui qui unit les Togolais, c'est le football. Vous vous rappelez la qualification du Togo en 2006 pour le mondial. Moi, j'étais à Tikoumé le jour-là. J'ai vu un inspecteur d'impôts, je vous dis, Pascal, qui a quitté sa maison torse nu. Il a oublié même qu'il n'avait pas porté quelque chose sur lui. Il était content, il avançait vers la ville. Mais Dieu merci qu'on a coupé le courant le jour-là. C'est ce qui a fait finalement, il s'est arrêté.
Et je l'ai récupéré vers Estao pour lui trouver un t-shirt. C'est là qu'il s'est rendu compte que, il est sorti de la maison, il n'a rien même porté. Donc c'est pour vous dire, le football au niveau du Togo, c'est quelque chose qui donne de la joie. Et quand on joue, les gens sont contents. Il y a parlé tout à l'heure du match de la fois passée au niveau du stade de Kégué. Vous avez vu le nombre de Togolais. Les gens sont sortis. Les gens sont sortis pour aller soutenir l'équipe. Parce que les gens étaient contents de voir les éperviers jouer. Moi, j'ai dit, le Togolais n'a aucun problème avec les éperviers. Il faut qu'on se dise la vérité. Toi, Pascal, Didier, Uriel, Eli, nous là, on n'a aucun problème avec les éperviers. Mais posez-vous la question. Pourquoi c'est au niveau du football toujours qu'il y a des problèmes? Quand vous prenez le volley, il n'y a pas de problème. C'est l'argent qu'il y a là-bas. Oui, c'est à cause de l'argent. Ça, c'est clair. Oui, s'il n'y a pas d'argent là, dites-moi. Fédération togolaise du cyclisme. Est-ce que vous entendez qu'il y a un problème là-bas? Volley, est-ce qu'il y a un problème? Non. Mais pourquoi c'est le foot? C'est parce qu'il y a l'argent. Et puis, l'autre aspect, c'est que il y a, vous savez, il y a des clans qui se forment autour, effectivement, des présidents de la fédération de football dans chaque pays. Pas seulement le Togo. Chacun veut, effectivement, profiter de la manne de la FIFA. Et chacun veut également profiter de la manne que le gouvernement injecte dans cette fédération. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien posé la question, celui seul aujourd'hui qui peut ramener de l'ordre au sein de cette fédération, c'est le chef de l'État. C'est vrai que d'aucuns diront que s'il veut le faire, et que peut-être que l'instance internationale, parlant de la FIFA, peut dire non, que pourquoi le gouvernement met la bouche dans ces histoires. Mais il faut quand même sauver, il faut quand même régler un problème. On ne dit pas de chasser le président de la Fédération togolaise de football. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il faudrait que le chef de l'État trouve des moyens. Il a quand même des canaux d'information. Il a des canaux également qu'il peut exploiter pour régler ce problème. Commençons d'abord. Il y a des anciens joueurs, on l'a dit. Il y a également les anciens présidents de la Fédération togolaise de football. Commençons d'abord par là, unissons-les, et je vous dis que ça va marcher. L'histoire de Baudet, là, les gens évoquent qu'il a parlé de 25 millions, c'est pourquoi jusque-là le Togo ne gagne pas. Moi, j'ai dit, bon, ça, il ne faut pas trop tirer la corde sur ça. Mais s'il l'a dit publiquement, il faudrait quand même qu'on le rencontre aussi. Pour régler... Oui, Uriel, s'agissant de la personne capable de ramener de l'ordre et de renouer avec les victoires au niveau des éperviers. Je pense que le président de la République a la liberté de le faire du moment où c'est avec lui que le football togolais a connu une élévation. Tout à fait. Oui. En 2006, avant son heure lui, de gloire. Oui. Avant lui, on ne l'a pas connu. En 2006, et pour le mondial et pour l'Égypte, ce n'était pas rien. Et puis après, comme si rien ne se passerait, en 2013, on s'est retrouvé en Afrique du Sud. Le Togo a mortellement battu l'Algérie. Le jour où les poteaux sont tombés, on a eu plus de 10 minutes d'arrêt de jeu. On a fait 2-1. Et par la suite, c'est la même Algérie qui revient pour être champion de la Coupe. Ça veut dire que d'autres pays savent se relever même quand ils tombent. Sauf nous. L'Algérie que nous avons bien battu, ça a été un match vraiment capital. Tout le monde attendait. Mais par après, l'Algérie, elle est devenue championne. Mais nous sommes toujours restés. On n'a jamais traversé la phase de groupe. Non. Après 2013, on n'a jamais traversé la phase de groupe. Donc c'est dommage. Tonton, mais après 2013, combien de fois vous vous êtes encore retrouvé à la CAN? Ben, vous vous êtes retrouvé par chance en 2017 et puis c'est fini. Avec le meilleur deuxième ou quelque chose comme ça en 2017. Et puis c'est fini. Mais vous savez, au-delà de ce qu'on dit, vous savez, n'oublions pas ce que dit Baudet. Ça paraît peut-être ridicule. Des gens. Et il insiste, hein? Oui, les gens ridiculisent sur les réseaux sociaux. Oh. Mais vous savez, le football, je le dis, se joue déjà avant sur le terrain. Avant qu'on aille sur le terrain, le football se joue. Je suis un homme spirituel. Le football a quelque chose de spirituel. Le football est spirituel. Avant d'être physique, il est spirituel. Donc, vous savez, je vous donne cet exemple. Arsenal, que vous connaissez, a dû changer de terrain. Parce que vous savez quoi? À un moment donné, ils accumulaient les défaites sur leur terrain et ils sont allés consulter. Et on leur a dit que mais votre terrain est construit sur un ancien cimetière. Et ils ont dû reconstruire
un nouveau terrain pour déménager, pour aller jouer dans leur nouveau terrain. Et c'est le nouveau terrain qu'ils utilisent jusque-là. Pour commencer par redonner de l'éclat à l'équipe, au club d'Arsenal. Aujourd'hui, là, nous pensons que ce que Bodé dit là, c'est peut-être rien du tout. Des gens qui ont dit qu'ils ont piloté spirituellement le football togolais sur des années. Vous savez combien de choses ils ont enterré sur le stade de Kégué? Vous savez combien de choses ils ont mis sur le nom des éperviers, sur des hôtels un peu partout? Oui. Vous savez combien de choses il faut? Je dis, les éperviers, ils jouent. Mais qu'est-ce qui fait que quand ils arrivent devant le poteau, ils ne marquent pas? Ou que quand eux-mêmes ils marquent là, il faut qu'ils remarquent contre leur propre camp. Alors cotisons pour M. Bodé. Non, je ne dis pas forcément de cotiser pour M. Bodé. Mais il faut qu'on cherche des hommes spirituels qui font peut-être la psychanalyse, qui font quand même le cure, le diagnostic de notre football de façon spirituelle, en même temps qu'on travaille sur la vision et la volonté politique pour redonner de l'élan au football. Il faut quand même que de l'autre côté également quelque chose se fait. Ne cachons pas, nous sommes un pays, nous sommes en Afrique, il y a des choses qui se font. Nous sommes dans un monde hautement spirituel. Il y a des réalités spirituelles qui n'échappent pas au football. Et donc, il faut quand même qu'on tienne compte de cette dimension-là également. Si des gens ont quand même évoqué des choses publiquement, qu'on puisse explorer, au lieu de, jeter M. Bodé à la risée, peut-être qu'il n'y a pas que lui. Il est peut-être le chef de file de tous ces gens-là. Il faut peut-être aller les calmer pour qu'ils libèrent notre football et que peut-être à partir de les éliminatoires de la CAN qui vont commencer là, qu'ils puissent au moins nous libérer le football. Si on peut quand même les supplier, au lieu de 25 millions, s'ils peuvent prendre de 5 millions, une édition peut-être. Alors, d'accord. Ce que Didier évoque, vous savez, il serait difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est très difficile de réveiller la personne. Avant que tout ce qu'il vient là de dire soit fait, il faudrait d'abord qu'on corrige au moins ce que nous sommes en train de voir. Parce qu'il est en train de parler du monde spirituel. Tout à fait. Voilà. Au moins ce que nous voyons, c'est qu'on sait qu'il y a par exemple une animosité entre Roch, entre Tata Avlessi et Amei. Des anciens présidents de la FTF. On sait qu'il y a quand même des problèmes. Commençons d'abord par là. Même est un ancien. Vous comprenez? Commençons d'abord par là. Essayons même avec certains anciens joueurs, les Adebayor, les Daré et autres, nous savons qu'il y a des problèmes. Essayons de voir comment on va commenter les brèches. D'abord sur ce que nous sommes en train de voir. Et nous allons maintenant rentrer vers le spirituel. D'accord, ok. Oui. Je voudrais renchérir en disant qu'il faut créer un cadre de réconciliation des acteurs du football togolais. Il faut créer un cadre comme ça. C'est une proposition, créer un cadre de réconciliation des acteurs du football togolais et les inviter tous. Et le chef de l'État a la responsabilité de diriger cela. Cela concourt à la cohésion sociale de notre pays. Cela concourt à l'unité nationale. Parce que le football ou les sports de manière générale sont des éléments fédérateurs du vivre ensemble. Et il est important que notre football soit soigné. D'accord. N'oublions pas, au-delà de tout ce que nous disons, ce qui est encore plus important, c'est la volonté politique et la vision de développement même du football. Donc, on ne peut pas faire un football professionnel où on veut que les éperviers soient tout le temps à la CAN. Si à Dapan, on joue sur des terrains rocailleux, si à Kara... Développement des infrastructures. Oui, si à Kara, il n'y a pas de terrain, où on joue sur un stade, pas vraiment stade, où on essaye de voir, d'homologuer à notre manière, et qu'après la FIFA vient, mais que c'est des terrains pas du tout terrain. D'accord, il faut également une volonté. Nous allons traiter le sujet. Didion le dit. Pascal, excuse-moi. Moi, je reviens toujours sur ça. C'est-à-dire que ce que Didier évoque, je suis d'accord. Mais vous savez, tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, s'il faut qu'on puisse le mettre en branle, pour que ça puisse marcher, il n'y a qu'une seule personne. C'est M. Faure Gnassingbé. Le chef de l'État. C'est lui seul qui peut corriger tout ça là. Parce que Faure Gnassingbé est capable d'appeler Adebayor. Il est capable d'appeler Amei. Il est capable d'appeler Roch Gnassingbé. Et pourquoi ça ne se fait pas? Il est capable de le faire et ramener tout ce monde-là pour qu'on puisse régler effectivement ce problème. D'accord. Ok. Nous allons quitter le sujet et nous nous intéressons à un autre sujet évoqué par mon cher ami et confrère Uriel. Uriel, vous nous parlez alors des projets d'émergence, des projets d'émergence, et vous écrivez projet d'émergence. Le gouvernement veille à la mise en œuvre efficace. Alors, pour ce qui concerne alors les projets d'émergence,
il y a un travail qui se fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Un travail qui s'est fait, même avant la rencontre entre les membres du gouvernement et les partenaires financiers. Nous savons que tout ce que nous menons comme projet de développement, nous sollicitons des aides, des prêts, et, des fois de la part des banques, de la part de l'Union européenne, de la part des pays qui ont leur ambassade chez nous. Et, chaque année, vous allez constater qu'à un moment donné, le gouvernement s'assoit pour faire le point avec les partenaires pour voir à quel niveau d'avancement sommes-nous dans la mise en exécution des différents projets. Il y a projets dans le domaine de l'agriculture, projets dans le domaine de l'accès à l'eau potable, projets dans le domaine de l'accès à l'électricité, projets dans le domaine des infrastructures routières, etc. Aujourd'hui, le rôle du gouvernement et l'engagement du gouvernement par rapport à tout ce qu'on a suivi, je pense que c'est un suivi efficace pour que tout soit mis en œuvre pour le bien des populations. Parce que, après tout, c'est le contribuable, c'est grâce au contribuable que le Togo fait un retour pour le remboursement des prêts. Donc, ce n'est qu'une bonne chose de s'engager pour la mise en œuvre efficace de tous ces projets. Sur le terrain, nous allons voir ce qu'il en sera. D'accord, sur le terrain, nous allons voir ce qu'il en sera. Didier, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ces projets d'émergence, tels que Urel le dit, sont vraiment des projets quand même qui ont des résultats palpables alors au niveau des citoyens? Bon, vous savez, le hic avec ce genre de projet, c'est que après, c'est pas des projets sur lesquels on communique autant. C'est pas des projets qui sont véritablement souvent à la connaissance de la plupart des citoyens et des populations. Si parce que ils parlent des partenaires techniques et financiers du gouvernement, c'est des gens qui traitent souvent très directement avec le gouvernement, et donc du coup c'est pas des projets qu'on maîtrise. Et donc à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir juger. Mais je pense que si le gouvernement dit que ces projets ont apporté quelque chose dans le développement du pays, ben voilà, on prendra. Peut-être que des chiffres viendront à l'appui pour nous éclairer. Mais ce que le citoyen veut, c'est quand même d'avoir de l'impact, de voir du changement tous les jours dans son quotidien et de se rendre compte quand même que quelque chose est fait. Donc, après, les partenaires vont dire qu'ils ont aidé le gouvernement. Maintenant, on attend, le gouvernement n'a qu'à nous dire, voilà, ce que les partenaires ont donné dans tel secteur, voilà, dans tel domaine, voilà, et dans tel secteur aussi, voilà. Je pense que les histoires d'aide au développement, c'est un peu passé dans tous les pays, et les apports d'aide au développement complètent généralement le budget d'un État pour fonctionner sur l'année. Et donc, si on fait des bilans comme ça, je pense que c'est des projets qui sont exécutés, bon voilà, sous la gouverne du gouvernement. Mais est-ce que tu me demandes si les citoyens vraiment sont impactés? Ben, le gouvernement dira que les citoyens sont impactés. Après, moi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? D'accord. Oui, Jacques, c'est vrai qu'au-delà de tout, on a, même ces projets, il y a même des classements où on classe le pays premier. On se souvient même encore de la semaine passée où on parlait même d'ailleurs de ce classement en matière alors de développement humain, où le Togo est classé premier dans l'espace humois. Finalement, oui, classement y est, mais toujours est-il que les résultats doivent suivre alors aussi ces classements. Vous savez, le vrai problème, c'est quoi? C'est l'impact dans l'assiette du Togolais. C'est ça. Quand on parle, par exemple, le classement, c'est l'impact que cela fait, cela donne au Togolais. Il a dit que le Togolais voudrait, quand il va, par exemple, au marché de Parataou, il va, par exemple, dans un marché, on ne sait jamais, vers Adidogomé, qu'on dise que le bol de maïs a diminué. Qu'on dise par exemple que sa facture d'électricité a diminué, qu'on dise par exemple que sa facture d'eau a diminué, qu'on dise que le Togolais, par exemple, le Togolais a l'eau, le Togolais, par exemple, a une route sur laquelle il peut circuler, et le Togolais, lorsqu'il a besoin, par exemple, d'une pièce, qu'il le fasse à l'instant T. Donc voilà ce que le Togolais attend. Mais vous savez, quand on parle des indices de développement et des classements, toi et moi, on ne sait pas comment cela se fait. Mais nous, ce que nous savons, c'est l'impact que ces classements-là ont dans notre quotidien. Au fait, tous les débats à ce niveau. Vous avez parlé tout à l'heure de l'évaluation sur ces projets au sein des populations. Vous savez, il faudrait que ces évaluations-là se fassent par secteur.
C'est-à-dire quand nous prenons chaque secteur, le secteur de l'éducation, nous prenons par exemple le secteur de l'électricité, nous prenons par exemple le secteur de l'eau. C'est-à-dire que c'est ce secteur-là, par exemple, qu'il faut évaluer avant de faire maintenant la vue d'ensemble. Mais quand on prend par exemple la vue d'ensemble et qu'on on veut disséquer par exemple les secteurs, certains vous diront qu'ils ne sont pas satisfaits, que peut-être souvent ces rapports ne sont pas vrais, parce que certains vous diront qu'eux, ils n'ont pas d'électricité, eux, ils n'ont pas de route, eux, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Vous voyez? Donc, l'indice de ce classement sur l'ensemble des vues des projets dans notre pays, et c'est ça effectivement qu'il faut expliquer à nous populations que nous sommes. Alors oui, Elie, après tout, quand on prend même d'ailleurs ces projets d'émergence, il y a aussi des mesures pour réduire la vie chère, comme cela se passe actuellement même d'ailleurs au Sénégal, ça démarre même aujourd'hui, des dispositions ou des mesures à prendre par le gouvernement surtout pour réduire la vie chère. Émergence, quand on parle d'émergence, je pense que depuis quelques années, une décennie, les pays africains ont adopté cette appellation pour décrire la vision dans laquelle ils s'inscrivent concernant le développement de leurs différents pays. La grande question qu'on se pose, est-ce que cette émergence à laquelle on aspire tous, est-ce que cette émergence porte réellement ses fruits? C'est bien vrai que les financés par cette vieille tradition de l'aide au développement, ces projets sont financés, mais il y a une question fondamentale qui se pose. C'est ce que relevait tout à l'heure nos deux confrères, c'est l'impact dans le panier de la ménagère. C'est l'impact à toucher du doigt. C'est le touchable du doigt. Et que les Togolais, ce n'est pas des chiffres qui viennent dire aux Togolais qu'il y a eu des avancées, il y a eu des impacts. L'impact, il faut que les Togolais les vivent. Il faut que ces impacts soient vivables par les Togolais eux-mêmes. Pour moi, l'aide ou cette vieille tradition d'aide au développement est là depuis des décennies. Maintenant, il faut qu'il y ait un système d'évaluation efficace, un système de suivi qui permette aux citoyens de croire en ces résultats ou de croire en ces rapports. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand vous descendez dans la rue avec ces rapports, le citoyen togolais te dit mais il ne croit pas. Parce qu'il ne le vit pas. Une chose est d'avoir les aides, une chose est de faire de telle sorte que, l'autre chose est de faire de telle sorte que ces aides-là puissent profiter directement aux citoyens. Au cas contraire, le citoyen n'a pas de confiance en ces résultats. D'accord, merci beaucoup, chers confrères, puisque nous avons déjà avancé par rapport même d'ailleurs au temps. Nous allons maintenant faire un clin d'œil à nos annonceurs, puisque nous allons écouter aussi nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour aussi partager leur point de vue sur nos différents sujets débattus ici au Club de la Presse avec nous, bien sûr. Et donc, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Miao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box. Hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vivez l'Internet illimité. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous
Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, 6 cavis, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Nous insérons notre premier auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Pelé. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. D'accord, allez-y. Bon, c'est concernant le rang du Togo, être premier dans la fin, quoi. Moi, vous parlez de l'indice. Moi, d'après mes enquêtes, j'ai compris que l'indice se trouve où? Les indices, quand vous savez que le Togolais, quand il a faim, quand il dit que comment ça va, il dit que ça va très bien. C'est-à-dire, les sociétés civiles, il n'y a rien qui bouge. On augmente les choses. On peut dire qu'aujourd'hui, le bol de maïs est assainissant. Personne ne dira rien. Donc ça va bien. Vous voyez? Donc quand tout ça va bien, quand tu as faim, tu as tout, tu dis que si ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est sur cette base-là qu'on nous a dit que le Togo est le premier. Le rang du Togo, c'est là où moi je peux constater. Sinon, si on va dire au Togolais que le Togo est le premier, que tout va bien dans le pays. Et je pense que c'est à partir de là. D'accord. Merci beaucoup, Pelé, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Oui, votre nom c'est? Moi, c'est Patrick. Patrick? Oui. Allez-y. Je salue tout le monde là-bas. Tout d'abord, je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu des gens au niveau de l'Arabie Saoudite là. Maintenant, je veux revenir sur la question du football togolais. Vous savez, on a eu une grande chance que nous-mêmes nous ignorons. Ces acteurs dont on parle, ceux qui faisaient partie, ceux qui luttaient pour la bonne marche du football togolais, heureusement, Dieu merci, ils sont toujours en vie. C'est ça, il ne faut pas l'ignorer. Ces acteurs-là sont encore en vie. Pourquoi ne pas les concerter? Monsieur Jacques disait que le chef de l'État peut faire quelque chose. Il n'est pas le seul. Le chef de l'État a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. C'est le premier homme du pays. Mais la CVGR est là, non? Les prêtres qui sont là. Bariga peut faire ce boulot aussi. Puisque nous parlons de problèmes mystiques et de problèmes de personnes physiques. Mais les gens sont là pour résoudre ce problème. Et Bariga peut convoquer ces gens-là. S'il est mandaté, bien sûr. Bariga peut faire ce boulot dignement. Et vous savez, n'oubliez pas. Les gens sont là. C'est pas seulement les joueurs, les Adebayo, les cadets. C'est pas fini. Regardez, il y a aussi des journalistes. Les joueurs là-bas, les joueurs ont beaucoup de choses à dire. C'est des gens qui ont l'idée pour la bonne marche du football togolais. Quand ils étaient à Tropique FM, avec Emile Le Bon là, dans l'émission Full Football là, c'est eux qui préparaient le match. Ils ont beaucoup de choses à dire. Heureusement que tous ces gens sont encore là. Pourquoi ne pas les convoquer? Pourquoi ne pas les écouter? Les présidents là, ils sont tous là.
Mais ça nous fait mal, hein, ça nous fait mal qu'on dit. Paulo Duarte n'a rien à foutre, lui n'a rien fait au football togolais. Lui, il est de passage. Il a servi ce pays, il a trouvé un contrat, la il a trouvé un contrat plus juste, il est parti. Le Duarte n'est pas le problème du football togolais. C'est nous-mêmes. Asseyons-nous, trouvons des solutions pour que ça puisse marcher. Merci, bonne émission. D'accord, merci beaucoup Patrick pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce lundi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est M. Mauto. Oui, monsieur Mauto, allez-y. Je salue le plateau. Oui. Moi, je voudrais dire, le problème du football togolais, c'est le football togolais. En première personne, le président de la République. Pourquoi à chaque fois il met les moyens? Il doit faire la même chose pour le sport. Monsieur Mauto, et parlez un peu plus fort. Je vous dis, hein, le problème du football togolais, c'est le football togolais. Pourquoi à chaque fois il met tous les moyens pour faire et il doit faire la même chose pour le sport? Au Bénin, alors, à football. Il a mis 45 milliards dans tout le sport. Au Togo, c'est 5 milliards. Est-ce que vous regardez la différence? Et le président Talon a confié deux stades au Togo au Bénin. Décidément, votre voix vacille. Nous n'écoutons absolument rien, monsieur Mauto. Toutes nos excuses. Hein. Vous pouvez nous rappeler 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse à l'heure de ce lundi 22 21 33 114. Allô? Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est Ali. Ali? Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. Allez-y. Un de vos confrères disait la dernière fois que la paix imposée au Togo par la nomination des militaires, des soldats au poste administratif. Le sport est militarisé, c'est vrai. La ministre, le président de la fédération, s'il vous plaît, le président de la fédération a un club. Si quelqu'un connaît son club, il a déjà dépensé à propos, et même le ministre. Parce que ici, là, on voit que tous se créent des clans pour pouvoir vraiment amasser des fonds. Oh, il y a une nation qui ne continue pas à investir sur les clubs pour former les joueurs. Eux, ils partent seulement pour sélectionner et avoir des millions. S'il vous plaît, Akpovi ne doit plus être à ce poste. Tout le monde le sait au Togo. Mais avec l'impunité arrosée par le chef de l'État, il est là. Parce qu'il est militaire, on veut la paix partout, on met les militaires partout pour pouvoir dire aux gens qu'il y a la paix au Togo. C'est ça le danger. Maintenant, concernant l'indice, sincèrement, vous l'avez dit, qui vit ça au Togo, même celui qui vient avec cet article, il sait que ce n'est pas réel au Togo. Il sait. Donc, nous vivons réellement au Togo et évitons de militariser l'administration au Togo et surtout ramenons le football public. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Blaiseau. Mais comment on va parler de réconciliation au Togo sans parler de Blaiseau et Aimé Le Bon? Et surtout, les préparateurs là, dont un qui se révèle, vous parlez de le nom. Baudet, vous voulez dire? Monsieur Baudet? Le nom. Monsieur Baudet, vous voulez dire? Oui, il s'est montré parce qu'il ne peut pas mentir. Il a fait quelque chose. Et tout ce qu'il dit, et quand même, ceux qui sont là aujourd'hui, qui profitent de ça, ils doivent l'aborder avec toute son équipe. Le passé doit servir de leçon pour le présent, pour pouvoir construire le futur. Celui qui est venu manger notre argent est parti, lui, rien ne le concerne. C'est à nous de nous organiser pour pouvoir faire renaître le football togolais. Merci. D'accord, merci beaucoup Ali pour votre intervention. Oui. 22 21 33 114. C'est M. Mauto qui revient. Alors voilà, M. Mauto. Alors, M. Mauto qui revient. Oui, maintenant c'est clair, allez-y. C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Je dis, le problème du football togolais, c'est le Togolais même. Il ne veut pas le développement du football au Togo. Pourquoi à chaque fois il met tous les moyens pour gagner les élections, mais il ne va pas faire la même chose pour le sport? Au Bénin, Patrice Talon a construit une assise du sport. Et c'est réussi. Le Bénin a mis 45 milliards pour tous les sports au Bénin. Togo, c'est 5 milliards. Vous voyez la différence?
Donc, le problème du football togolais, c'est les autorités togolaises. Ils n'ont qu'à faire tout pour le sport aussi au Togo. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Monsieur Mauto. 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Appelez-nous sur ces deux numéros pour participer à l'émission de ce lundi. 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse à l'heure de ce lundi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est Patrick qui revient encore là. Oui, Patrick. Oui, mon frère. Oui, je vais oublier quelque chose. Hein. Allez-y. Je vous dis que le football togolais, là, le problème, là, c'est un problème de personne. Je vous raconte une anecdote que j'avais oublié quand j'avais appelé premièrement. Je pense qu'en 2002 ou bien en 2000, il n'y avait pas l'histoire de WhatsApp, TikTok, tout ça là. Et les autres RGO et le monde faisaient l'émission pour foot sur Tropic FM. Vous savez ce qui s'est passé après parce qu'il parlait de ce qui ne va pas au niveau du football togolais. Vous savez ce qui s'est passé après? Les gens sont allés dire au président d'alors, qui était Rock, il était capitaine, qu'au cours de l'émission, on a fait insulter Rock. Et vous savez ce que le monsieur a fait? Les autres là, les autres n'est pas bon, les autres là. Le monsieur a appelé les journalistes. Et en allant, les journalistes aussi avec leur magnétoscope en main. Arrivé, ils l'ont écouté. Et les autres ont demandé le règlement qu'ils ont la face enregistrée de l'émission. Et ils ont fait jouer ça au président d'alors. Vous savez ce qui s'est passé? Le président s'est tué, les a remerciés, et ils sont partis. Vous savez qu'est-ce qui allait se passer s'il n'avait pas la base enregistrée de l'émission là? Celui qui allait raconter qu'on a fait insulter le gars là. Vous avez vu comment les gens veulent vivre au football? C'est là où je voulais vous dire que c'est des personnes. Mais il faut corriger pour que ça puisse aller. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. 22 21 33 114. Un autre auditeur. Allô? Oui, c'est pour vous dire que c'est sérieux l'histoire de football que vous avez. Imaginez. Allô? Oui, Ali. Et imaginez que celui qui a fait une carrière professionnelle et que le Togo est reconnu sur le plan international n'est pas associé au football togolais officiellement. Même d'autres disent qu'il n'a pas la qualification d'un entraîneur. Oui, mais un poste de conseiller peut être créé pour pouvoir vraiment sa présence dans le stade faire peur aux autres équipes et surtout son expérience de l'international, il peut le partager. Maintenant, ceux qui sont là pour profiter et l'écarter. Pourquoi l'écarter? Pourquoi l'écarter? C'est ça le danger. Et je vous dis, ceux qui profitent aujourd'hui du football n'investissent pas dans le football. C'est dangereux. D'accord. Merci beaucoup, Ali, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Allô? 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, c'est M. Thiem à l'appareil. C'est monsieur? Thiem. Oui. D'accord, vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de Ticlonou-Kondi. Pardon? Ticlonou-Kondi. Ticlonou-Kondi. Oui. Allez-y. Oui, moi, je veux dire quelque chose pour le sport togolais. Le sport en tout. Presque pour dire toutes les disciplines du sport. Rien ne marche. Rien ne marche. Les autorités ne veulent pas l'avancement du sport dans notre pays alors que c'est le seul qui nous fait réunir pour tout. C'est le seul qui nous fait réunir, que ce soit le basket, le foot, le tennis. Partout au sport au Togo, rien ne marche. Nous n'avons même pas d'icône. Quand on parle d'icône entre deux, on laisse ceux qui ont fait leur temps. On n'a pas de notre temps, de notre génération. Le sport ne marche pas. Il faut qu'ils fassent les états généraux des sports pour pouvoir reconstruire ce pays-là. Le Bénin a compris que quand on investit dans le sport, on a des résultats. Mais pourquoi ne pas investir? Pourquoi ne pas dire qu'aujourd'hui nous voulons assainir, comment appelle-t-on, assainir le sport au Togo, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut? Sérieusement, ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement au football. Que ça soit, on n'investit rien. Le football rafle tout le budget. Et les autres disciplines,
Ils n'en ont rien. On donne 30 millions pour une fédération pour organiser un championnat national. C'est triste pour notre pays. Regardez tout ça là. C'est triste pour notre pays. D'accord. Moi, il faudrait revoir les états généraux des sports au Togo. Il faut assainir, comme appelle-t-on cette discipline-là, pour que demain, que nous qui avons été sacrifiés, que nos enfants ne soient pas sacrifiés. Merci. D'accord, merci beaucoup Monsieur Thiem. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. C'est ce que nous signale déjà Michel. Allô? Ok, c'est Monsieur Gado le dernier. Ah, Monsieur Gado. Oui, comment va? Ça va. Et chez vous? Oh, je suis au lit, mais ça va aller. D'accord, ça va aller. Bon, vous savez, j'avais dit que le ministre de sport là, c'est un militaire, non? Si je comprends bien. Oui, oui. Fédération, c'est un militaire, non? Si je comprends bien. Bon, maintenant, aller chercher un entraîneur militaire. Comme ça, s'ils sont trois là, je crois qu'on va avoir la coupe. Merci, bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à toi aussi. Et prompte guérison à toi. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission, la réaction sur toi alors des éditeurs. Et nous revenons en plateau pour un dernier tour de table avant de quitter. Pascal, vous savez, oui, Jacques. comme on l'a dit, vous avez suivi un peu les auditeurs. Il faudrait aujourd'hui que le chef de l'État fasse quelque chose. Parce qu'il est la meilleure personne placée pour régler ce problème. Vous savez, on l'a dit, quand vous voyez même ceux qui ramassent, les ramasseurs de football, là, des ballons, des ballons au cours de jeu, là, ils ont également quelque chose à dire. Ceux qui ramassent même les ballons, là, ils ont quelque chose à dire. Décidément, tout le monde a quelque chose à dire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, il faudrait aujourd'hui rappeler les anciens, les rocs, comme on l'a dit, les AMI et autres là, pour voir comment sauver effectivement le football. Le football, ici au Togo, évite beaucoup les AVC, hein, ça il faut le reconnaître. Ça évite les AVC aux gens. Mais depuis que le football, ça ne marche pas, vous voyez comment finalement, le Togo, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous donne finalement la joie. Les boîtes de nuit, combien vont aux boîtes de nuit? Quels moyens les gens ont pour aller au niveau des boîtes de nuit? C'est ça. Donc, il faudrait que le chef de l'État redonne l'espoir à la jeunesse togolaise, redonne l'espoir au peuple togolais à travers ce foot. D'accord. Didier? Non, moi je pense, je continue de faire mes analyses toujours. Pour le football togolais, on a vu tout à côté de chez nous ici, le Bénin, ils étaient les écureuils avant. Maintenant, ils sont les guépards. Et depuis qu'ils sont devenus guépards, ils gagnent même les aigles du Nigeria. Si nous demeurons éperviers, nous gagnerons qui? Je crois même que... Est-ce que ça veut dire qu'il faut même un changement alors le nom? Moi, je suppose qu'il faut changer aussi le nom à l'équipe nationale parce que même l'anatomie et la philosophie même de l'oiseau épervier, l'épervier est un oiseau paresseux qui se contente généralement du peu qu'il a. Je pense que si nous prenons les noms de toutes les équipes en Afrique, là, ce n'est pas des noms au hasard. Si nous prenons épervier, l'épervier, pour aller d'ici à Lomé 2 maintenant, peut se poser jusqu'à 4 ou 5 fois avant d'y arriver. Mais quand vous prenez les aigles, quand vous prenez les autres oiseaux, quand vous prenez les autres animaux, les gens ont dit lion. Pourquoi nous, on n'a trouvé que épervier? Ça aussi, il y a cette dimension-là, je parle en tant que quelqu'un de spirituel, il y a aussi cette dimension-là qui également accompagne l'épervier. Vous voyez, on gagne aujourd'hui, demain, il faut que quelqu'un nous gagne. Il faut qu'on tombe avant de se relever. Il faut également, dans l'analyse de tout ça, ceux qui réfléchissent à des choses comme ça, prennent également cette dimension en compte. Quel est l'animal qui est en vue au Togo, plus populaire, je ne sais pas, qui a de la bravoure, de la gagne, de la hargne, dont on peut prendre le nom pour donner à notre équipe nationale? Je pense également qu'il faut y réfléchir. D'accord, il faut y réfléchir. Elie? Oui, je pense que cette analyse que nous faisons aujourd'hui par rapport au football togolais, essentiellement doit comporter tous les paramètres, notamment spirituels, structurels et également de ressources humaines. Parce que quand tout le monde évoque, tout à l'heure vous avez écouté les auditeurs, tout le monde est d'accord sur le fait que les acteurs du football, que ce soit les anciens et les nouveaux, doivent se mettre dans un même cadre pour pouvoir se parler et se définir une feuille de route devant conduire nos sports donc à la gloire. Et il est important que cela se fasse sous la houlette du chef de l'État qui reste le père spirituel de tous les Togolais. D'accord. Et alors, comme nous sommes à la fin, il faut tirer les conclusions. Vous savez, à cette fin, il y a un problème qui se pose à mon niveau.
Nous tous, nous avons dit ici qu'il faudrait que le chef de l'État prenne le devant de la chose pour résoudre les problèmes. Vous savez qu'au Togo, dans tous les secteurs, lorsqu'il y a un problème, on dit chef de l'État. Il y a un problème dans l'agriculture, dans le sport. Au niveau de l'électricité, on dit le chef de l'État, le chef de l'État. Donc finalement, quel rôle jouent ces ambassadeurs? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est lui le premier responsable? C'est lui le premier responsable, certes. Mais donc finalement, il va régler tous les problèmes. Ça, c'est un. De deux, n'oublions pas que nous sommes en train de basculer, que très prochainement, on appellera plus fort Gnassingbé chef de l'État. Donc, le président du conseil, avec tous les pouvoirs, oui, super pouvoirs. À cette allure, à qui devrons-nous nous adresser? Au président du conseil des ministres. Oui, c'est l'appellation qui va changer. Voilà, l'appellation demeurera, mais c'est l'appellation qui changera. Oui. L'interpellation demeurera. Oui. Bon, d'accord, au moment venu, on verra. Puisqu'il aura toujours le même pouvoir. L'aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que les ministres fassent un effort pour que lorsqu'il y a un souci dans un département ministériel, qu'on évite toujours d'aller jusqu'au chef de l'État. Parce que c'est leur rôle. Il y a des ministres qu'on a vu relever des défis énormes. Donc, si au niveau du sport, tous les ministres passent sans que quelqu'un n'arrive à résoudre ce problème-là. Je pense que même Pascal peut se retrouver demain là-bas. Merci. Udel, je reste avec vous pour la note alors de fin d'émission. Je n'ai pas une note, mais je voudrais féliciter et encourager les autorités par rapport au réseau routier qui est en train de se mailler. C'est vrai que nous nous plaignons à Lomé ici, mais si vous rentrez à l'intérieur, vous voir comment le projet en termes de réseau routier, je pense quand même que demain sera... Merci, d'accord, merci. Jacques, note de fin d'émission. Je voudrais donner effectivement 9 sur 10 à tous les enseignants du Togo. Merci pour les efforts pour l'année. Merci beaucoup. Jacques, oui, disiez votre note de fin d'émission? Non, je n'ai pas de note, je passe. D'accord. Élie? Je passe également. D'accord. Alors, merci beaucoup, cher confrère. Élie, merci à toi. Urel, merci. Jacques, merci. Didier, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.